Le titre de Patriote de l'année célèbre la filiation entre la lutte des patriotes de 1830 pour la démocratie, la liberté et la reconnaissance de notre identité nationale, et avec une personnalité québécoise, l'engagement d'une personnalité québécoise d'aujourd'hui au service de ces mêmes valeurs. Alors, le pionnier indépendantiste Marcel Chaput fut le premier récipiendaire en 1975. Lui ont succédé, entre autres, André Ferretti, Raymond Lévesque, Jacques Parizeau, Jacques Proulx, Carmen Sabag Olmedo, Jean-Claude Germain, Paul Piché, Monique Vézina, Gérald Larose, Yves Michaud, Fernand Daou, Marcel Tessier, René Blanchet et Georges Aubin, Locke Merville, Louise Lorrain, Pierre Falardeau, Bernard Landry, Loco Locasse, Robert Laplante, Gilles Laporte, Hélène Pedneau et Denis Trudel. L'an dernier, exceptionnellement, nous avons décerné le prix à 10 récipiendaires pour marquer le 175e anniversaire du soulèvement des Patriotes en 1837-38. Alors, cette année, j'ai l'immense fierté de vous annoncer que le prix du Patriote de l'année est décerné au chercheur, professeur, chroniqueur et auteur de l'ouvrage Choc, la bataille de Londres, Frédéric Bastien. Alors, sans plus tarder, pour le présenter, je vais inviter un historien, un de ses amis et collègues depuis très longtemps, M. Éric Bédard. Alors, chers amis de la Société Saint-Jean-Baptiste, je suis vraiment très fier d'aujourd'hui vous présenter le lauréat de ce prix, de cette distinction très prestigieuse, comme on a vu la liste de ceux qui l'ont reçu depuis 1975. Et je suis très heureux qu'on la remette donc à mon grand ami Frédéric Bastien, qui est un historien né en 1968. Il a grandi à Laval, il s'est inscrit au baccalauréat en histoire, enfin en histoire à la fin des années 80. C'est là qu'on s'est rencontrés à l'Université de Montréal. Il a fait des études en sciences politiques, il a fait une maîtrise à l'ENAP, il a fait un doctorat en histoire à Genève, à l'Institut universitaire des hautes études internationales avec le professeur Philippe Burin, un grand spécialiste de l'histoire des relations internationales du 20e siècle, qui avait supervisé son mémoire, sa thèse sur les relations France-Québec, de laquelle il avait tiré un livre qui avait été très remarqué, publié par Boréal en 1999, qui s'intitulait « Relations particulières ». Relations particulières, c'était les relations entre la France, le Québec et le Canada, cette relation triangulaire trouble, après De Gaulle. Un livre qui avait beaucoup impressionné par la qualité de la recherche en archives et aussi par le travail d'écriture. Et par la suite, Frédéric Bastien a tâté un peu du journalisme. Il a été journaliste à l'agence France Presse. Il a été aussi un temps dans la fonction publique du Québec. Et il est devenu, depuis 2008, c'est la bonne date, professeur au collège Dawson, où il enseigne l'histoire. Alors, il est patriote, désigné patriote de l'année parce qu'il a publié donc ce livre Choc, comme le dit bien Mario Beaulieu, La bataille de Londres, un livre absolument remarquable qui est le fruit de plusieurs années de recherche. C'est un livre majeur, à mon avis, pour trois raisons, essentiellement pour trois raisons, mais il y en aurait d'autres, mais j'en donnerai trois. D'abord, c'est un livre qui est écrit par un universitaire, par un chercheur, un véritable chercheur, qui est tout à fait rompu au canon de la discipline historique, mais qui est un livre qui est complètement exempt de jargon. C'est un livre qu'on lit avec grand plaisir. C'est un livre qui propose un récit, presque une intrigue, et qui tourne autour d'événements et de personnages marquants. C'est un livre qu'on lit avec un grand plaisir. Et donc, Frédéric Bastien renoue avec cette grande tradition du récit historique qui, tout en étant très rigoureux, est agréable à lire et donc peut être accessible à un grand public. Et c'est quelque chose, malheureusement, qui se fait de moins en moins, puisqu'il y a chez les universitaires cette propension au jargon. Plus on est jargonneux, plus on a l'air d'être savant. Or, Frédéric Bastien n'est pas tombé dans ce panneau-là du tout. Au contraire, et on lui en est très reconnaissant. Ses lecteurs sont très reconnaissants. Deuxièmement, deuxième grande qualité de ce livre, c'est un livre qui colle
à la mémoire collective, à un événement marquant de notre mémoire collective, à savoir le rapatriement constitutionnel de 1982. Il se publie énormément de livres d'histoire. Plusieurs, malheureusement, ne tiennent pas compte de ces grands événements qui ont marqué notre mémoire collective. On s'intéresse à des événements ou à des phénomènes qui ont certes leur importance, mais qui n'ont pas marqué la mémoire collective. Or, comme, je sais pas moi, la conquête de 1760, la Révolution tranquille, les rébellions. Or, Frédéric Bastien s'est attaqué à un massif de notre mémoire collective, à savoir cet événement du rapatriement du constitutionnel de 1982, dont on parle encore et qui est encore au centre de nos débats politiques. Troisième raison, et la dernière pour laquelle il faut saluer ce livre fondamental et majeur, c'est les archives inédites. C'est les choses qu'on découvre, les découvertes qui se retrouvent dans ce livre. Frédéric Bastien a dû passer par Londres, malheureusement pour nous, malheureusement pour lui surtout, parce qu'il a dû faire plusieurs voyages, je crois que Londres est une belle ville, mais il a dû passer par Londres pour découvrir des choses sur notre histoire, puisque, on le sait, les archives canadiennes sont plutôt difficiles d'accès s'agissant de cet événement majeur. Grâce à la loi d'accès à l'information britannique, il a pu mettre la main sur des documents absolument essentiels qui nous permettent de comprendre de l'intérieur les motivations du gouvernement fédéral en 1980-81, qui nous permettent de comprendre comment les provinces, et notamment le Québec, s'est mobilisé, et finalement qui nous permettent aussi de découvrir les perceptions du gouvernement britannique par rapport à cet événement, par rapport à ce rapatriement, par rapport à ce projet Trudeau d'une charte d'un gouvernement des juges. Donc, je conclus en disant que ce titre de patriote de l'année est certainement très mérité, puisqu'il éclaire la genèse d'une constitution qui a refondé radicalement le Canada, par le biais notamment du multiculturalisme, qui est devenu une doctrine d'État, comme on le sait, alors, qui a remplacé le biculturalisme, qui était le rêve québécois du Canada, et ensuite qui a dépouillé les parlements d'une souveraineté, d'un pouvoir, avec ce gouvernement des juges. C'est cette charte qui est si importante, qui est devenue si importante après 82. Donc, il a éclairé un moment clé de la refondation du Canada, qui nous permet aussi de comprendre ce qui est devenu les débats du Québec d'aujourd'hui. Et ensuite, parce qu'il a voulu, il a été guidé, son phare a été la vérité, de comprendre ce qui s'est passé, de départager les légendes urbaines des faits, et tout ça basé sur des archives, sur des documents qui nous permettent d'y voir plus clair. Donc, je le présente avec beaucoup d'émotion et de fierté, celui qui est donc nommé cette année Patriote de l'année, mon ami Frédéric Bastien. Félicitations. On va maintenant remettre la médaille Bene Merenti des Patriotes à Frédéric Bastien. C'est une médaille qui a été créée en 1923, qui souligne les mérites d'un compatriote ayant rendu des services exceptionnels à la patrie. Alors, merci à Frédéric Bastien pour l'ensemble de son travail, passé et futur, pour sa détermination, sa rigueur et son intégrité. Alors, merci d'être ici ce matin et je dois dire que je suis très honoré par ce titre de Patriote de l'année, honoré de marcher dans les traces de gens comme Jacques Parizeau, Loco Locas et tous les noms que M. Beaulieu a mentionnés et savoir que je m'inscris dans cette lignée, cette continuité est un moment extrêmement, c'est extrêmement touchant et je suis donc extrêmement honoré de ce titre de Patriote de l'année. Et ça fait un peu oublier, je pense, les 8 années de travail, de labeur, parfois extrêmement difficiles, parfois extrêmement stimulantes aussi, ces 8 années, mais ce long tunnel au bout duquel je ne voyais pas la lumière pendant très longtemps. Et donc, je suppose que c'est un peu à la manière... quand on a un enfant, la mère accouche, ça a été long, tout ça. Et là, quand on tient l'enfant, on oublie toutes les douleurs et tout ce qui a été la maternité. Alors, je le vois peut-être un peu de cette façon-là. Et ça fait oublier donc tout ce travail. J'étais
j'étais très déterminé lorsque j'ai commencé à écrire, faire des recherches sur le rapatriement de la Constitution. C'était en 2005, à l'été 2005 pour être plus précis. Et je voulais rendre aux Québécois un pan de leur histoire constitutionnelle. Et je dois dire aussi, en même temps, c'est une histoire qui inclut tout le Canada et donc aussi rendre à l'ensemble du Canada cette histoire constitutionnelle que les historiens n'ont pas beaucoup abordée. Et à plusieurs reprises, et Éric est très bien placé pour en parler, il y a eu des moments de fort découragement, il y a des moments où j'ai presque tout abandonné, parce que pour écrire cette bataille de Londres, pour faire le récit de cette bataille constitutionnelle et des différents protagonistes qui se sont affrontés pour arriver au rapatriement de 1982, il a fallu, moi, comme chercheur, comme historien, que je mène 2 batailles que Éric a brièvement évoquées. Et la première bataille, c'était la bataille pour l'histoire politique et nationale dans laquelle je me suis par défaut, en quelque sorte, inscrit, puisque ce type d'histoire n'était pas du tout prisé par l'establishment historien. Et je sais que je parle à des gens qui en connaissent sur la matière, puisque la maison Ludger-Duvernay héberge la Coalition pour l'histoire. Donc, j'ai terminé mon doctorat en 2002, j'ai publié ma thèse en 2005, j'avais donc plusieurs livres, 2 livres déjà, pas plusieurs articles, 2 livres, sur le voyage du général de Gaulle et ses suites, et diplômé d'une université étrangère, l'Institut de hautes études internationales de Genève, je me disais, voilà, les portes vont s'ouvrir, j'ai la formation académique, j'ai les publications, et par conséquent, je vais faire carrière, et malheureusement pour moi, c'est pas comme ça que ça s'est passé. J'ai postulé à plusieurs reprises dans les universités, les cégeps, et malheureusement, en tout cas, en ce qui concerne l'université, les portes sont restées fermées. J'ai fait 15 concours. Là, je parle seulement des concours au Québec. Le moment où je suis venu le plus proche d'obtenir un poste à l'université, ça a été en Ontario, à l'Université d'Ottawa, où j'ai été professeur remplaçant pendant 1 an. Mais les portes sont malheureusement restées fermées. Pourquoi? Parce que c'est pas la faute du fédéral. Malheureusement, ça serait peut-être, si on pouvait dire ça, mais c'est pas du tout ça. C'est la faute de nos bons historiens québécois. La plupart d'entre eux rejettent complètement ou fortement la pertinence d'une histoire politique et nationale et rejettent les historiens qui s'intéressent à ce type de sujet. Et je ne suis pas le seul dans ce cas. Je pense à Louis-Georges Harvey, qui a écrit un des rares spécialistes québécois sur les rébellions, ce qui, ici, va nous interpeller particulièrement, qui, lui, a réussi à avoir un poste, mais n'a jamais réussi à avoir de subvention pour faire son travail dans des conditions, je dirais, plus faciles. Alors donc, pendant de nombreuses années, j'ai mené cette bataille pour avoir une stabilité qui n'était pas ma situation. Donc, j'étais dans la précarité constamment en essayant, à travers 2 emplois différents, 2 contrats, 2 charges de cours, du travail comme journaliste à côté, à essayer de survivre et de consacrer du temps à la rédaction et à la recherche de ce projet. Et malheureusement, donc, ça a pris beaucoup de temps avant que je trouve cette stabilité que j'ai finalement obtenue par un curieux détour du destin dans un cégep anglophone. Et je dois dire que je suis très heureux d'avoir ce poste dans un cégep anglophone et on a beaucoup de respect pour mes recherches parmi mes collègues. Donc, je dois le dire, je suis obligé de le dire, un respect et un intérêt que je n'ai pas trouvé, en tout cas certainement pas dans les universités francophones québécoises. Également, j'espérais avoir accès à des subventions de recherche. J'ai fait 2 voyages à Londres, c'est une ville extrêmement dispendieuse. Il y avait aussi des documents un peu partout à travers le Canada. Le rapatriement, c'est une question qui a réuni dans une bataille politique les 10 provinces du Canada, le gouvernement fédéral, le gouvernement britannique. Il y avait une vaste... des documents, il y en avait partout. J'en ai seulement étudié une partie. Et j'espérais avoir des subventions de recherche du Conseil de recherche en sciences humaines. Surtout que le Collège Dawson est un établissement reconnu, n'est-ce pas, par le CRSH, le Conseil de recherche en sciences humaines. Malheureusement,
Je n'ai absolument rien reçu. J'ai fait 5 demandes, 5 années de suite. Toujours des refus. Pourquoi? Toujours cette même hostilité envers l'histoire politique et envers la question nationale. Parmi les quelques organismes qui m'ont aidé, je dois le mentionner, la Fondation du Prêt d'honneur, je pense que c'était en 2009, m'a donné 1 000 $ pour m'aider à financer un voyage à Londres pour aller dans les archives là-bas. Et donc, dans les modestes moyens de la Fondation, j'ai eu un peu d'aide de ce côté-là, mais naturellement, ce n'était pas suffisant, mais ça a quand même aidé un peu. Mais malheureusement, ceux qui auraient dû m'aider ne l'ont pas fait. Ensuite, la deuxième bataille qu'il a fallu mener pour écrire ce livre, et Éric l'a également un peu évoqué, c'est la bataille pour la vérité. Donc, une première chose, c'était d'avoir les moyens, n'est-ce pas, pour écrire le livre. Et donc, malheureusement, ces moyens n'ont pas été au rendez-vous, d'où c'est une des raisons pourquoi ça a pris si longtemps. Et deuxièmement, il a fallu avoir accès aux documents. Au moment où j'ai commencé, ça faisait 25 ans, et puis au moment où j'ai terminé, ça faisait 32 ans. Donc, on était à une période où, dans la plupart des pays occidentaux, les règles font en sorte que certains documents peuvent être déclassés, pas nécessairement tous, il y a toutes sortes de façons de procéder. Pour ce qui est d'archives qui étaient des documents confidentiels et qui sont ensuite versés dans le domaine public, ouverts à la consultation pour les chercheurs. Alors, j'ai fait beaucoup de démarches. Ça a commencé par les affaires étrangères canadiennes. Et là, au départ, j'ai fait quelques demandes d'accès à l'information et on m'est revenu avec une réponse surprenante. Les documents ont disparu. Alors là, je me suis franchement énervé. Et là, j'ai dit, est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes les Archives nationales puis que vous avez perdu des documents qui touchent au rapatriement de la Constitution? Est-ce que j'ai bien compris ce que vous me dites? Alors, c'était une partie des documents. Or, finalement, les documents ont été retrouvés et je dois je dois dire la vérité. Les affaires étrangères canadiennes ont été très correctes et m'ont donné accès à leurs documents, ce qui m'a permis, ça c'était essentiel, de commencer à faire des demandes d'accès à l'information en Grande-Bretagne. Donc, j'avais, dans cette espèce de balai entre la Grande-Bretagne et le Canada, j'avais la version canadienne, et là, je faisais des demandes d'accès à l'information en Grande-Bretagne. Et à un moment donné, les gens de l'accès à l'information en Grande-Bretagne m'ont dit, écoutez, M. Bastien, on vous trouve très sympathique, évidemment, mais écoutez, là, on va accélérer le déclassement des archives. Il y a des dispositions dans la loi d'accès à l'information britannique qui a été votée par Tony Blair dans les années 90 qui nous permettent de rendre les documents accessibles plus rapidement. Et je résume, mais c'est ce qui a été fait. Et donc, j'ai réussi, après plusieurs années, à avoir accès à l'ensemble des documents britanniques concernant le rapatriement de la Constitution. Et c'est là que j'ai découvert le rôle de Bora Laskin, le juge en chef de la Cour suprême, et notamment les contacts qu'il avait eus avec le greffier du conseil privé de l'époque, un proche de M. Trudeau, M. Michael Pitfield. Et donc, évidemment, les documents du conseil privé m'ont intéressé tout particulièrement et sont d'un intérêt tout particulier pour cette histoire. Et j'avais déjà entamé, j'ai poursuivi des démarches pour avoir accès à ces documents. Alors, j'ai commencé ma première démarche, je crois que c'était en 2006, si je me souviens bien. Alors là, je les ai relancés périodiquement et au bout, rendu en 2008, ou enfin environ 1 an et demi, 2 ans plus tard, finalement, j'appelle parce que ça avançait pas. Et là, un type me dit « Ah oui, j'ai aucune trace de votre demande, je ne sais pas ce qui se passe, il n'y a rien. » Alors, après 2 ans, là, c'était un peu comme dans les 12 travaux d'Astérix, tout ça était passé, je ne sais pas où, mais on n'en entendait plus, ils n'en avaient plus gardé aucune trace. Et finalement, après 3 ans ou 4 ans, je ne me souviens plus exactement, vers 2010, j'ai reçu une boîte remplie de documents du conseil privé qui était à peu près caviardée de la première à la dernière ligne, sauf si c'était un communiqué de presse ou un document qui décrivait une campagne publicitaire qui avait été lancée à la télévision, par exemple, des choses qui avaient été tout à fait publiques.
Et donc, on n'en saura pas plus sur les accointances entre Michael Pitfield et Bora Laskin, entre le gouvernement Trudeau et la Cour suprême, parce que malheureusement, cette bataille pour la vérité, elle a montré ses limites. Donc, on connaît une partie de la vérité. Et donc, il nous reste encore une autre partie à connaître. Et le gouvernement fédéral ne veut pas rendre publics les documents du Conseil privé. Donc, cette bataille, je l'ai faite moi-même avec mes modestes moyens. J'espère que cette bataille va se poursuivre, que politiquement, les partis politiques qui présentent des candidats au Québec vont appuyer cette demande unanime de l'Assemblée nationale. Enfin, je parle des partis fédéraux, vont appuyer cette demande unanime de l'Assemblée nationale pour rendre publics les documents qui sont en possession du gouvernement fédéral sur cette affaire. Alors, je termine en disant que je suis très honoré que la Société Saint-Jean-Baptiste ait voulu souligner mon travail, ma contribution. Évidemment, demain et dans les prochains jours, j'aimerais bien ça lire dans le journal que quelque chose du style « M. Bastien était déterminé et à partir du moment où il s'est lancé dans ce travail, rien ne pouvait l'arrêter, etc. » Mais la vérité n'est pas exactement conforme à cette image qu'on voit de temps à autre. La vérité, c'est qu'il y a eu beaucoup de travail, beaucoup de découragement parfois aussi, et également, je dois dire, beaucoup de chance. La chance que, en Grande-Bretagne, ils aient décidé de déclasser les documents. Ils auraient pu décider de ne pas les déclasser. Ils auraient pu ne pas aller de l'avant avec ce qu'ils ont fait. Et donc, ce titre de patriote de l'année, je l'accepte avec beaucoup d'honneur et également avec beaucoup d'humilité. Voilà ce que je voulais vous dire.